Nous sommes ici en direct du Novotel Bagnolet où nous accueillons l'ancien ministre des Outre-mer, ancien président de région et député de la Guadeloupe, Victorin Lurel. Bonsoir Victorin Lurel. Bonsoir. Et merci d'être avec nous, merci de nous recevoir ici. L'actualité fait bien. Nous savons que vous êtes un homme très proche du président de la République qui a annoncé, et cela a surpris la France entière hier soir, qu'il ne se représentait pas pour un second mandat. Est-ce que je puis avoir tout de suite votre sentiment? J'ai eu un échange par SMS avec le président mercredi. Et donc j'ai été quelque peu, je l'avoue, surpris d'entendre hier soir, jeudi, qu'il renonçait, puisque c'est le terme consacré, qu'il ne se représentait pas à sa propre succession. C'est vrai qu'il y avait un débat au sein du Parti socialiste, au savoir si un président en exercice devait se soumettre à l'épreuve d'une primaire. J'étais partisan à ce que le président ne subisse pas, si j'ose dire, l'épreuve des primaires socialistes. D'autant plus que le parti avait mis quelques conditions, que ces primaires seraient utiles si toute la gauche y participait. Or, à mesure que passait le temps, on a vu que la chose se réduisait aux socialistes et aux écologistes de gouvernement. Donc ça n'avait plus d'utilité. Aujourd'hui, c'est autre chose, puisqu'il renonce en disant qu'il donne la priorité, et j'avoue avoir été assez impressionné par ça, et je dois l'admettre ému, parce que lui-même était très ému. J'ai rarement vu François Hollande accélérer le débit, parfois buter sur les mots, être un peu prise à la gorge. Là, on avait l'impression qu'il y avait une forte émotion. Il a décidé de donner la priorité aux intérêts supérieurs de la nation. C'est très fort ça, c'est très fort. Oui, c'est très fort. Et lorsqu'il l'a dit, on sentait que ça montait, quoi, que l'émotion était là. De ne pas donner la priorité à ses propres intérêts. Ensuite, et il l'a dit très clairement, qu'il reste un président socialiste, qu'il reste un homme de gauche, et qu'il veut préserver le peuple de gauche, mais aussi le Parti socialiste. Et donc, il s'est effacé devant les intérêts supérieurs de la nation, devant l'unité de la gauche, pour préserver l'avenir de ce mouvement-là, de ce camp-là, de cette philosophie-là. Et donc, c'était une déclaration, à mon sens, digne, courageuse, d'un homme d'État qui a pris, à mon sens, même si elle me fait mal, la bonne décision. Alors, préserver le Parti socialiste. Mais quand on voit l'état dans lequel est le Parti socialiste aujourd'hui, comment faire? Quelle est la suite des événements? Comment vous voyez la suite de ce film? Le parti a des règles et des statuts qui sont éprouvés depuis de très, très, très longues années. Et le parti reste une machine à sélectionner des candidats, comme tout parti qui fonctionne bien. Je ne désespère pas de voir au terme de la procédure des primaires un candidat émerger et tout le monde se ranger derrière ce candidat-là. Ce sera une vraie primaire, excusez-moi. Aujourd'hui, peut-être, et c'est là que Mélenchon devrait y participer. Il est vrai qu'on est plus socialiste. Bon, mais pour ce qui nous concerne, le fait que mon tour participe, c'est bien. Quel est le problème? Ce n'est pas à l'intérieur du Parti socialiste qui a l'habitude du débat. Parfois, on a l'impression que c'est un combat, mais on a des statuts pour régler ça. La difficulté, c'est l'extérieur. C'est Macron qui n'a pas de carte de socialiste. C'est Mélenchon qui est parti, qui n'a plus de carte de socialiste, et qui pense qu'à l'intérieur du parti, ils n'ont plus leur chance. Et donc, ils vont s'adresser directement à l'opinion publique. C'est ça la difficulté. Moi, je ne désespère pas de voir cette machine. On a l'impression qu'elle va voler en morceaux. Non, on a l'habitude du débat interne. Il est souvent âpre, difficile.
Mais c'est nous-mêmes qui avons inventé les primaires. On a vu ça a été adopté par la droite. Ça a été un beau succès pour eux. Je ne désespère pas de voir ça réussir. Alors évidemment, imaginez 2 secondes. Le président se présentait à une primaire. Il en restait encore 7 candidats. 7 qui se réclament de près ou de loin de la gauche. Ça devenait, à mon sens, un peu compliqué. D'où, à mon sens, la sagesse de la décision de François Hollande hier. Décision sage, mais quand même, il y a des candidats qui se bousculent au portillon. Il y a des ambitions qui se vont jour. Et j'allais même dire quelquefois des ambitions un peu malsaines. Il y en aura. Il y aura, c'est vrai, peut-être d'autres déclarations. Je dis qu'il y a une pétition en ligne pour solliciter Christiane Taubira. Peut-être que Ségolène Royal, qui a fait 47% des voix en 2007, et qui depuis lors a pris quelques épaisseurs, si j'ose dire, politiques, de l'étoffe politique et de l'expérience, pourrait être candidate. Peut-être qu'il y aura d'autres candidats des Outre-mer, pourquoi pas. Vous pensez à qui singulièrement? Non, parce qu'il y a quelques sollicitations et ça peut intéresser quelques candidats. Est-ce que vous êtes sollicité vous-même? Si, j'y étais. Vous avez été sollicité. C'est pas des amis qui me disent, mais pourquoi pas ce serait peut-être une occasion aussi de faire rayonner autrement les Outre-mer. Candidat à la candidature, c'est une tribune. Bien sûr, on sait que les chances sont comptées, mais ça vous donne l'occasion, pendant un temps, sur les grands médias nationaux et internationaux, de faire parler des Outre-mer français, mais de parler de la France, autrement que ce que l'on entend aujourd'hui. Pourquoi pas? Mais bon, ça c'est une virtualité, mais la question peut être posée. Oui, il y aura peut-être d'autres candidats. Moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'à la faveur de ce renoncement, j'allais presque dire renonciation, comme Benoît XVI qui était dans la renonciation, qui a démissionné, à la faveur de cette décision, qu'il y ait une autre unité à gauche et qu'ils choisissent le meilleur parmi tous les talents de la gauche. C'est un souhait. J'espère que la sagesse reviendra, que la raison reviendra et que nous choisirons un meilleur champion, le meilleur parmi nous pour affronter demain François Fillon et Marine Le Pen. J'allais presque dire la droite extrême et l'extrême droite. Mais justement, que pensez-vous de ces 2 candidats et singulièrement de François Fillon qui aujourd'hui est le chef d'une armée qui est en ordre de bataille? Oui, puisqu'ils ont fait leur primaire et donc en tout cas pour le camp de cette droite-là qui s'est exprimée, il faut le dire, depuis Sarkozy, sur les thèmes, hélas, importés du Front National, sur les thèmes imposés par sonade, comme on dit. Maintenant, ils se trouvaient un changement étonnant, parce que voilà, quelqu'un, ça fait plus de 30 ans que François Fillon est élu. Il a élu en 1981, lorsque... 81, oui, c'était Oui, le plus jeune député de France. Oui, au moment où François Mitterrand était élu président de la République, ça fait déjà quand même un bail. Ensuite, voilà quelqu'un qui a été, c'est rare, sauf Pompidou, avoir fait, il me semble, 6 ans. Il a été Premier ministre pendant 5 ans. Il porte plus même que Sarkozy le bilan du sarkozysme, parce que c'est lui qui l'a mis en œuvre. L'article 20 de la Constitution dit bien que le Premier ministre détermine et conduit la politique de la nation. Le président donne les grandes... On sait que ce n'est pas tout à fait vrai. Oui, mais il pèse. Un Premier ministre, quoi qu'on en dise, même s'il a été traité de collaborateur, pèse, parce que le président n'est pas dans les détails. Et c'est le diable est dans les détails. Et pendant 5 ans, on peut vraiment agiter le diable, et on l'a vu. Étonnant, parce qu'il est parti de loin. Un peu comme François Hollande en 2012. François Hollande était à 3%. Et il a gagné face aux autres concurrents. Là, il était vraiment derrière, pas très bien placé, en tout cas dans les sondages.
il gagne de belle manière. À 44%, ce n'est pas rien. Ensuite, il gagne sur des thèmes que Sarkozy défendait très mal, d'une manière un peu, disons, agitée, disons ça comme ça. Lui, il a travaillé sa présidentialité. Ça fait sérieux, ça parle peu, ça sourit peu, ça fait très autoritaire, ça fait un Ça style fait président, quoi. présidentiel, ça fait fermeté tranquille. Bon. Et donc, on a l'impression que c'est du sérieux. Et puis, quand on va au fond, on se rend compte que c'est un homme quand même du passé. C'est un homme qui défend des valeurs traditionnalistes. C'est un homme qui combat toute idée de progrès et de lumière, au sens de siècle des Lumières. Euh, c'est une sorte de programme économique récessif, pour ne pas dire austéritaire. C'est une régression sociale et sociétale. C'est des grands mots, mais oui, la droite, c'est un champion, c'est vrai, qui correspond un peu à l'ère du temps. Sarkozy n'a pas su exploiter ces thèmes-là, ces idées-là, pour piquer quelques électeurs au Front National. Un monsieur qui était élu depuis plus de 30 ans arrive et dit regardez-moi, je personnalise l'autorité, je ferai revenir l'État, mais un État libéral et un État minimum, et donc je redonnerai son rang à la France. Eh bien, apparemment, ça marche à droite. Il faut donc en face une gauche qui assume ses valeurs, prenant ses vrais contextes dans lequel se trouve la France, mais aussi répondre. C'est le problème qui est arrivé à François Hollande. François Hollande a été élu sur un programme qu'il a exécuté à peu près à 95%. On a retenu que ce qu'il n'avait pas fait. Mais surtout, et ça a été ça ses difficultés, j'allais presque dire son drame, c'est son relationnel. Premièrement, tout faire pour unir la gauche. Et au Parti socialiste même, c'est un parti où il y a des courants, donc des clivages. Ou sur la politique économique, ça peut paraître un peu compliqué pour l'opinion publique. Sur la politique économique, ils ont estimé, mais François Hollande, vous avez fait une politique de droite, que vous avez donné plus d'argent aux entreprises, qui pourtant ne sont jamais contentes, que Sarkozy lui-même, ou qu'un pouvoir de droite. Alors que dans le contexte d'aujourd'hui, il fallait redonner de la compétitivité aux entreprises. Et on voit les résultats. Les résultats, hélas, arrivent un peu tard. Je suis convaincu, pour conclure, qu'on va revaloriser le bilan du quinquennat de François Hollande. Et je suis presque convaincu, et j'ai écrit ça dans un tweet, qu'il restera une vigie. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il a en vigilance, en veillativité, pour employer un mot créole, et peut-être qu'il prend date pour 2022. Et peut-être que celles et ceux qui l'ont piétiné, qui l'ont méprisé, qui ont fait du Hollande bashing, peut-être seront ceux-là même, ou celles-là même qui vont faire appel à ces services en 2022. Alors, on a parlé d'un Premier ministre abondamment, d'un ex-Premier ministre, François Fillon. Si on parlait de Manuel Valls, dont on dit qu'il pourrait se déclarer dans les heures qui viennent, est-ce qu'il n'est pas lui-même comptable de ce que l'on reproche aujourd'hui à François Hollande? Eh bien, c'est ce que d'ailleurs certains partis n'hésitent pas déjà à mettre en avant, de dire François Fillon est comptable, et peut-être plus que comptable, responsable de ce que Sarkozy a pu faire, même si c'est le président qui emporte la responsabilité. Valls est Premier ministre depuis à peu près 3 ans tout à l'heure, enfin bientôt, qu'il emporte lui aussi responsabilité du bilan. Mais moi je pense que le bilan, quoi qu'on en dise, au-delà des commentateurs, est bon. Valls peut être légitimé demain. Et il peut être légitime pour se présenter. Évidemment, il y a des manières de faire. S'il se présente là demain
à la Convention nationale de la Belle Alliance populaire, je trouverais ça un peu prématuré, comme si la démission du président était un coup téléphoné et donc une sorte d'entente avec son Premier ministre pour passer le relais. Ça doit se faire dans la correction et dans la décence. Mais oui, il est bien placé pour être candidat. Cela étant, Valls représente, si j'ose dire, une sensibilité au Parti socialiste. Il représente un profil, un parcours. Il a très clairement pris position, c'est vrai, pour une modernisation du Parti socialiste. Il voulait même en changer le nom. Sa politique économique, il l'a assumée en disant qu'il est une politique de modernisation, un peu social-libérale, mais il ne rejette pas le marché. Donc il assume ce que Rocard appelait la deuxième gauche, il assume sa social-démocratie, et cela fait problème au Parti socialiste. Le Parti socialiste a du mal à épouser totalement le marché, à être social-démocrate, à être social-écologiste, a du mal. Ça reste des partis productivistes, quoi qu'on en dise. Donc ils représentent un courant. Et il y a d'autres qui symbolisent d'autres courants. Ségolène Royal symbolise autre chose. Martine Aubry, c'est encore une autre vision. Christiane Taubira n'est pas socialiste, mais c'est encore une autre icône de la gauche. Il faudra choisir. Et en même temps, le choix doit correspondre à ce que pense une partie majoritaire de l'opinion publique. En tout cas, l'électorat qui se déplace et qui va voter. Fillon a compris ça, Marine Le Pen a compris ça, à savoir exploiter les colères des classes moyennes et des classes populaires. Ce n'est pas la culture du Parti socialiste, exploiter les colères. C'est au contraire éclairer la raison pour des décisions d'avenir. Là, exploiter les peurs, on peut gagner des élections, mais on perd le combat contre l'obscurantisme. Et donc, la faiblesse et en même temps la grandeur du Parti socialiste, c'est ça, travailler sur des valeurs, bien entendu sur des intérêts, trouver la triple chose suivante, trouver le leader qui porte ça, les alliances qui permettent le succès, et puis les projets et les programmes qui répondent aux besoins des peuples. Voilà. Je ne sais pas qui vous allez soutenir, quel sera votre leader, quel sera votre candidat, mais j'imagine que vous ne resterez pas inactif sur le terrain. Je suis secrétaire national du Parti socialiste, sauf s'il devait y avoir un remaniement du gouvernement interne du Parti socialiste. Je serai embarqué, je suis déjà embarqué. J'étais en charge de l'organisation de la campagne du parti dans les Outre-mer. Je reçois le 9 en Martinique Jean-Christophe Cambadélis, qui arrive en Martinique le 9, et il sera en Guadeloupe le 11. Je serai à ses côtés. Évidemment, je prendrai le temps de l'analyse, de la réflexion pour choisir celui ou celle qui portera le plus efficacement et le mieux possible et nos valeurs et nos intérêts. Bon, donc pour le moment, je n'ai pas décidé, mais je veux un parti moderne, ouvert, efficace, n'oubliant pas sa base sociologique, les classes populaires, les classes moyennes, les ouvriers. Il faudra faire la reconquête de cet électorat-là. Une priorité forte accordée, comme l'a fait François Hollande, aux Outre-mer, la poursuite du combat pour l'égalité réelle, et ce n'est pas un vain mot. On a encore à faire passer cette loi au Sénat et à la publier et à la rendre effective, à contraindre tous les candidats, quel que soit le président qui sortira des urnes, à respecter ce que la représentation nationale aura voté et ce que les Outre-mer auront porté. Donc voilà, je serai actif. Vous parlez de l'égalité réelle, c'est bien d'en parler, mais j'ai quand même noté que ce ministère n'avait duré que 6 mois. Alors vous me direz, sa titulaire est devenue ministre des Outre-mer, mais ça pose quand même quelques questions. Ça, c'est l'organisation gouvernementale. Ça peut varier, ça peut changer. Mais le simple fait d'avoir décidé d'en faire un secrétariat d'État à l'époque, même s'il a duré 6 mois parce que la titulaire a changé, c'était déjà, comment dirais-je, une orientation essentielle de dire l'égalité qui est inscrite dans la devise de la République doit être une action publique, une politique publique. C'est pour ça qu'elle s'inscrit dans la durée ? Elle s'inscrit dans la durée parce que c'est la devise du pays, parce que c'est une prise de conscience un peu récente
que le marché peut être efficace, il peut être efficient, mais il peut être injuste. Et donc, il faut corriger les injustices du marché par une politique active. L'égalité, on le sait, ne se fait pas spontanément. Si on laisse le marché faire de l'offre et de la demande, bref, c'est fait comme ça crée des inégalités, voire des injustices. Il faut donc il faut donc un volontarisme politique pour corriger ces inégalités-là. C'était ça la volonté du président de la République, du Parti socialiste. On ira plus loin dans les projets, puisqu'on parle de patrimoine universel, de revenus universels, de revenus dits de décence, pour donner à chacun des chances égales au départ. C'est pourquoi dans le rapport qui m'a été demandé et que j'ai commis, c'est au départ de dire qu'il faut une égalité des chances, égaliser les chances au départ. Mais si à l'arrivée, les chances sont encore, les résultats sont différents, ça peut être des inégalités justes. Parce que tout au long du parcours, tout au long de la vie, tout au long du parcours scolaire, du parcours de citoyenneté, du parcours universitaire, du parcours scolaire, eh bien, certains auront travaillé plus que d'autres. Et donc, il y a une méritocratie qu'il faut comprendre et comprendre qu'il y a des différences de fortune ou de chance ou de situation. Et quand les écarts sont trop grands, l'État est là pour les réduire. Et les 11 territoires habités des Outre-mer et la réduction des écarts, ça va très loin lorsqu'on il y a moi, soit violente, ce n'est pas souhaitable, soit on utilise la fiscalité pour réduire les écarts entre les riches et les pauvres. Et nos territoires, les 11 territoires des Outre-mer, sont des territoires plus inégalitaires que l'Hexagone. Et donc, il y a un effort interne à faire sur le long terme pour une société moins inégalitaire, plus juste, c'est-à-dire plus... Comment vous vous sentez aujourd'hui sur votre terrain de prédilection? Vous ne pilotez plus la région, même si vous appartenez encore au conseil exécutif. Hein, voilà. Comment vous sentez-vous? Est-ce que les choses avancent comme vous le souhaitez? Est-ce que vous continuez à apporter votre pierre à la construction de cet édifice? Je suis déjà plus libre. Et donc, un petit peu plus avec ma famille. Je peux lire plus longtemps, je peux voyager un peu plus souvent, je peux être avec mes amis aussi plus fréquemment. Donc c'est une autre vie. Et la défaite peut avoir du bon parce que la famille vous voit, vous êtes plus dans la vie et dans la vraie vie. Et donc c'est bien. Pour autant, la distance peut changer le regard. Donc je reste tout à fait actif au service de mon petit pays, la Guadeloupe. Je suis même très actif. Je suis devenu un député très actif. Je porte des lois. Et même lorsque cette loi-là est votée en première lecture à l'Assemblée et va au Sénat, je reste encore actif. Je devrais très bientôt travailler avec les députés, les sénateurs de tous les territoires pour expliquer un petit peu mieux, presque de l'intérieur, le texte tel qu'il est sorti de l'Assemblée, les améliorations à y apporter, les nouveautés à y intégrer au Sénat. Restera à savoir quelle sera la volonté du Sénat qui est de droite. On va voir. Donc, très actif. Et même sans être président, je travaille en construction, en étant positif. Mon successeur, M. Chalus, est là, je le laisse travailler. Je n'ai répondu jusqu'ici que sur deux choses. Premièrement, lorsqu'on m'a traité de voleur, que je répiquais le mobilier, je l'ai très mal accepté. C'est une diffamation. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas démissionné, en sachant un peu ce qui pouvait se dire, en connaissant le caractère de mon successeur. Deuxièmement, lorsque j'ai coulé la région, j'ai entendu Saint-Martinique aussi. Les successeurs ont cette fâcheuse habitude de le faire. Moi, j'ai eu à subir ça
la Chambre régionale des comptes a prouvé ce que je disais en 2004. Il y avait un gigantesque déficit que nous avons rétabli. J'ai été très heureux de voir que la Chambre régionale, la Cour des comptes, pardon, un cabinet comptable, M. Colfer, même si je conteste certaines méthodes, a reconnu que la région Guadeloupe était l'une des régions les mieux gérées de France, était la région la plus investisseuse de France, que pendant 11 ans, on n'a pas augmenté les impôts, qu'on a laissé un excédent de 52 millions, 51,8 millions, qu'il n'y a pas de sureffectif à la région, qu'il n'y a pas de surendettement à la région, et que l'encours, donc la capacité de désendettement, est de 5,7 années, quand on sait que le surendettement, c'est 15 années que l'on met pour rembourser l'encours de dette. Et donc, on laisse des ratios qui sont absolument somptueux. Je répondais lorsque on contestait ces chiffres. Et j'ai été content de voir que le 28 juin, l'Assemblée plénière de la région Guadeloupe a voté un compte administratif avec 51,8 millions d'excédents. Ça a été repris le 31 octobre dans un budget supplémentaire, un deuxième budget, qui arrive hélas un peu tard. Je laisse travailler le président Chalus. Je ne commande pas encore ses décisions et ses actes. Il faut lui donner le temps, franchement. On ne peut pas juger en une année. Il faut être correct. Donc, je lui ai dit, je ne répondrai que lorsque tu diras que j'ai piqué des choses, c'est pas digne, c'est pas responsable, et que j'ai coulé le pays et la région. Je te demande simplement de travailler. Tu as été élu, bien élu. On te laisse le temps de faire tes preuves, ton apprentissage. On est même prêt à t'aider si tu le veux bien sûr dans le respect de nos différences. Je suis l'opposition. Le président ne reconnaît pas l'opposition. Et nous sommes la seule région de France à n'avoir pas un groupe d'opposition avec des salles, des ordinateurs, des assistants de groupe. Partout en France, le Front National a quelques élus en PACA. Partout en France, ils ont un groupe du Front National avec des assistants choisis par le chef de l'opposition, avec des salles, des ordinateurs, des moyens Internet et informatiques. Ce n'est pas reconnu en Guadeloupe. Ça existe en Martinique, il y a des groupes à l'Assemblée délibérante, pas en Guadeloupe. Il y a une explication à cela? La peur de la critique. Mon successeur vit très mal la critique. Il n'a pas encore pris, à mon sens, toute la dimension de la fonction. Lorsque vous êtes au perchoir, donc à la présidence, vous avez une double fonction. Premièrement, vous êtes exécutif. Vous exécutez les décisions de l'Assemblée. Mais vous êtes aussi président de l'Assemblée délibérante, qui a été séparé en Martinique. Il y a un président d'un conseil exécutif et il y a un autre président de l'Assemblée délibérante. C'est deux fonctions différentes. En Guadeloupe et en Guyane, ces fonctions sont confondues. Et lorsque vous êtes donc là, vous êtes exposé à un double titre en tant qu'exécutif et en tant que président d'une assemblée et soumettant des dossiers. Il ne sait pas encore recevoir des critiques sur ces deux plans-là. Donc parfois ça s'énerve un peu, mais je mets ça sur le compte d'un apprentissage qui est un petit peu lent à venir, mais qui viendra. Je pense que ça viendra. Je suis animé de bonne volonté. Je ne veux pas, par une opposition systématique, empêcher à mon pays d'avancer. Le pays s'est prononcé, ils ont choisi quelqu'un d'autre et voulaient un changement, je m'incline. Je n'ai pas, par une sorte d'obstruction systématique, à empêcher un président de majorité de travailler. Faut-il encore que ce vainqueur soit un bon vainqueur et que moi, je ne sois pas un mauvais perdant? Que lorsqu'on me traite de voleur, je dois avoir la possibilité de répondre dans le respect. On me coupe. On m'interdit d'aller plus avant. Vous savez, lorsque vous avez un groupe dans l'Assemblée, vous avez ce qu'on appelle, on voit ça à l'Assemblée nationale, le temps partagé. Mais lorsque vous refusez de reconnaître ce groupe et de donner un temps au groupe, qu'est-ce que fait le président? Il vous dit, monsieur, vous avez parlé individuellement 15 minutes, ce qui était faux d'ailleurs. Il est seul à avoir un chronomètre. Et vous interdit de parler. Alors que votre groupe peut avoir 1h30 de temps de parole. Et vous pouvez répartir cette heure et demie de parole, soit peut-être 2 heures sur une réunion qui dure 8 heures. Vous pouvez soit faire une seule personne parler, ou faire vos 13 personnes parler. Nous sommes 13 dans le groupe. C'est vous qui répartissez. Là, c'est lui qui décide seul. Monsieur, vous avez parlé individuellement 5 minutes, 10 minutes, je vous coupe.
vous ne pouvez pas vous exprimer en tant qu'opposition. Et donc ce n'est pas simplement quelque chose de cosmétique et de superficiel que de reconnaître un groupe d'opposition, c'est un moyen démocratique d'éviter que la majorité ne soit tyrannique. Je ne l'ai pas fait à l'époque parce qu'on ne pouvait pas le faire. Nous étions hyper majoritaires à l'époque. L'opposition n'avait pas 10 personnes et ne pouvait pas constituer. Il y avait Panchard et Blaise Aldo avec 4 personnes. Le groupe de Jalton, j'avais démissionné avec 4 personnes. Cédric Cornet avait 2 personnes. Ils ne se sont pas entendus pour faire 10. Donc, si j'avais créé des groupes, ce serait pour la majorité. Donc, j'étais déjà président de l'Assemblée délibérante, exécutif régional, et j'aurais été président ou de mes camarades, président du groupe majoritaire. Le seul groupe possible. Aujourd'hui, moi j'ai 13 personnes, donc je dépasse 10, le président doit reconnaître. Il dit, ah oui, mais le code dit c'est une faculté, c'est pas une obligation. Je dis, mais dans le règlement intérieur, monsieur le président, vous l'avez reconnu et on l'a voté. Aujourd'hui, vous devez nous donner les moyens de fonctionner. Et je finis, quand je fais un papier que je dois distribuer à la plénière, que je dois distribuer à la presse, c'est sur mes moyens personnels que je le fais. Je n'ai pas donc de moyens à l'Assemblée, ni une salle pour réunir le groupe. Et donc vous êtes sevré de moyens pour que vous ne critiquiez pas, pour que vous n'ayez pas les moyens de votre expression et de votre opposition, qui peut être démocratique, apaisée et tranquille. Le président a du mal à comprendre ça. Eh bien, merci Victor Lurel d'avoir été avec nous et d'avoir apporté toutes ces explications.